3 autres opposants à Mobutu sont contactés, dont Deogracias Bouguera, un Tutsi zaïrois du Nord Kivu, créateur dans les années 1990 de l'Alliance démocratique pour la libération du Congo, une organisation d'opposants à Mobutu, mais dirigée en sous-main par les Rwandais. Toute l'idée était de réunir tous ces Zaïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. C'est un jeune officier rwandais qui est chargé des opérations militaires au sein de la FDL. James Kabarebe n'a que 25 ans lorsque les troupes du FPR prennent Kigali en 1994. Il en a 29 quand Paul Kagame lui confie la mission d'aider les fondateurs de la FDL à renverser Mobutu. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans le bureau de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec 2 hommes. D'abord, c'était Kabila. C'était la première fois que je le voyais physiquement. J'ai vu un homme qui était en sandales, un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Ils étaient contents. Je pense qu'ils étaient contents de s'être rencontrés. Chacun a commencé à parler de son expérience. Qu'est-ce qu'il a vécu comme répression, comme torture morale, civique, d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait fait. Tandis que Kabila, il semblait être réservé. Il regardait beaucoup plus, je me souviens, parce qu'il faisait ça, il regardait le plafond là, du bureau. Et quand il a intervenu, il nous a dit que son parti, le PRP, avait ses militants dans le Sud Kivu. Les hommes, les armes, la logistique, tout est en place. Les Rwandais et leurs alliés de l'AFDL n'attendent plus qu'un prétexte pour déclencher la guerre contre Mobutu. Le gouverneur du Sud Kivu, qui vivait à Bukavu, a fait une déclaration à la radio. Il donnait une semaine seulement aux Tutsis zaïrois du Sud Kivu, notamment à ceux qui vivaient dans les montagnes de Mulenge, pour quitter le pays sous peine d'être tués dans les 6 jours. Viva, viva Wananchi wa Alliance! Viva! Viva, viva Majeshi Alliance! Viva! Le 18 octobre 1996, Kabila et les fondateurs de la FDL, à la tête d'une armée principalement composée de soldats rwandais, passent la frontière zaïroise, à la tête de 3 colonnes, en direction des villes de Goma, Bukavu et de Uvira. Nous sommes passés par Gisenyi pour entrer dans la ville de Goma. Et je me souviens que c'était la nuit, nous sommes entrés à 22 heures. Et nous étions avec les officiers rwandais. Nous étions avec James Kabarebe. Je me souviens qu'on était en file comme des militaires. Et il pleuvait et c'était des jeunes militaires qui étaient devant. Et puis c'était un officier rwandais, un politicien congolais, un officier rwandais, un politicien congolais en file. Au moment où l'Alliance envahit le Zaïre, le président Mobutu est hospitalisé à Genève pour un cancer de la prostate. En 32 ans de pouvoir absolu, il a maté plusieurs rébellions, souvent... N'importe quel changement les aurait rendus heureux. Pas Kabila en particulier. Tout ce qui pouvait faire bouger les choses était bon à prendre.
Alors il chantait « Vive la libération, vive la libération ». Mais moi je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce jour-là à Joseph, le fils de Kabila. Je lui ai dit, ne te laisse pas tromper par tous ces chants. Ces gens qui chantent aujourd'hui « Libération, libération », ce sont les mêmes qui demain descendront peut-être dans la rue pour manifester contre toi. L'important c'est ce que vous allez leur apporter. Tu vois, ces gens sont opprimés depuis des années. Ils espèrent qu'un jour on va leur apporter quelque chose de nouveau. Alors, si tu ne leur apportes rien, prépare-toi à avoir des problèmes. Mais pour l'instant, l'horizon est encore sans nuages. Avec la prise de Kisangani, Kabila devient brusque. Et Maël répondra ceci, dit monte dans l'avion, je ne peux plus assumer ta sécurité ici. J'étais en plein milieu du fleuve Congo. Et je ne savais même pas de quel côté était le Congo-Brazzaville et de quel côté était le Congo-Kinshasa. J'ai posé la question à des civils qui étaient là sur la rive et ils m'ont indiqué l'endroit où débarquer. Nous nous sommes organisés et nous avons convergé vers le camp de Tchatchi. Aussitôt, les soldats de la garde spéciale se sont rendus. Ça a été la fin de la guerre du Kinshasa. Le bain de sang est évité. Une fois encore, le général Maélé a sauvé Kinshasa. Un dévouement qu'il paiera de sa vie, il meurt le soir même, assassiné par le dernier carré des soldats fidèles à Mobutu. J'étais chez moi, les gens m'appelaient pour me dire « Quelqu'un a vu les troupes de l'Alliance en ville le long de la voie ferrée ». Puis quelqu'un d'autre a appelé et m'a dit « Maélé est mort ». J'ai répondu « Ça n'a pas d'importance. Tout est réglé maintenant. Tout est fini ». Il aura fallu 7 mois seulement aux troupes de l'Alliance pour conquérir le Zaïre, un pays grand comme 5 fois la France. Une conquête militaire que Kabila a laissé aux soldats rwandais le soin de mener. Ce sont eux et les jeunes recrues qui les ont rejoints tout au long de leur campagne que la foule de Kinshasa acclame. Mobutu parti, c'est pour les Zaïrois l'espoir de voir enfin leur pays sortir de la misère et de la dictature. La libération du Zaïre, pays stratégique, symbolise pour beaucoup d'Africains l'espoir de voir l'Afrique se prendre en main. J'ai appelé Kabila sur son téléphone satellite, il a décroché et je lui ai dit qu'on avait pris Kinshasa. Il m'a dit « Tu es sûr ?» Il était très excité, il riait, il était très heureux. Je lui ai dit « Tout est fini, tu peux venir ». Il répétait « Tu es sûr, tu es certain ?» J'ai compris qu'il était dans sa maison de Lumumbashi et qu'il sautait au cou du lieutenant-colonel Morokori. Il l'a même fait tomber par terre. J'entendais Morokori appeler à l'aide parce que Kabila l'étouffait. Vous imaginez Kabila par terre écrasant Morokori de tout son poids. Il avait du mal à respirer. Kabila hurlait « Je suis le chef, j'ai le pouvoir. Je suis le président du Congo. Je suis tout. » Démocratique du Congo et de remercier officiellement les pays alliés qui l'ont aidé à renverser Mobutu. Le Rwanda a fourni le gros des troupes qui ont permis la conquête du Zaïre. Mais d'autres pays de la région ont aussi fait de gros efforts pour aider Kabila à conquérir le pays et à prendre le pouvoir. Alors le jour de l'intronisation, ils étaient tous là pour montrer physiquement leur soutien au nouveau président. Dans le stade de Kamanyola, le nouveau drapeau de la République démocratique accueille les alliés venus partager la victoire de Kabila. Pasteur Bizimungu, président du Rwanda qui a fourni le gros des troupes, Yoweri Museveni, la tête pensante qui a rapproché Kabila des Rwandais, et le président angolais Eduardo dos Santos qui a fourni des hommes et des armes à la rébellion. Mais l'enthousiasme de Kabila et de ses alliés est loin d'être partagé par toute la population de Kinshasa. La première chose qui m'a surpris, c'est que le stade n'était pas plein.
And that was a bit surprising for me. J'étais vraiment très étonné. Vous savez, Kinshasa est une ville d'environ 7 millions d'habitants. Et ce stade contient environ 80 000 personnes. Eh bien, il était au tiers vide. C'est la première chose que j'ai remarquée. Et puis il y avait des gens qui dehors manifestaient contre nous et contre Kabila. Le problème venait des partis d'opposition. La manifestation était organisée par l'UDPS. En fait, ces gens espéraient qu'en arrivant au pouvoir, Kabila s'asserrait autour d'une table avec eux pour se mettre d'accord sur comment gouverner le pays. Mais il n'a rien fait de tout ça. Dans le pays regorge. Kabila prétendait que nous, les Rwandais, faisions sortir clandestinement du cobalt du Congo. Je n'ai jamais fait de trafic de ma vie, ni au Congo, ni ailleurs. Ce n'est pas ce qui m'a amené dans ce pays. J'ai aussitôt proposé de démissionner. Kabila m'a presque supplié à genoux de rester. Il m'a dit non, vous avez fait tellement pour nous, vous ne pouvez pas partir maintenant, il faut rester. J'ai tout de suite fait un rapport au Rwanda et Kabila s'est rendu à Kigali. Au Rwanda, Kabila est reçu avec tous les honneurs que mérite son rang. Mais l'heure n'est déjà plus à la confiance et pendant la rencontre, le conflit qui couvait entre Kinshasa et Kigali éclate au grand jour. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité, mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Et il faut un respect mutuel. Là, son clan en chauffette. Nous n'avons plus d'étrangers dans le gouvernement que M. Kabila nous a apporté. Alors nous ne voulons pas d'étrangers ici. Geste symbolique, Kabarebe, l'œil de Kigali auprès de Kabila, celui qui lui a ouvert la route de Kinshasa, est brusquement remplacé à la tête de l'armée par le général Kifwa, le propre beau-frère de Kabila. Grâce aux troupes qu'il a levées dans sa province natale, Kabila peut enfin envisager le départ des Rwandais. James est venu dans mon bureau, me disant que voilà, les choses ne vont pas bien, on accuse les gens sur des rumeurs. Il a d'abord cru que je me plaignais de mon éviction. Mais je lui ai dit, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est tout le lumpen prolétariat qui prend notre place et qui risque d'envenimer encore plus les relations entre nous et Kabila. Il disait ça avec beaucoup de mépris. J'ai dit, comment les officiers issus de lumpen prolétariat? Ah, ben celui qui m'a remplacé est rentré dans mon bureau. La première chose qu'il a fait, c'est de répandre aux quatre coins de la pièce des fétiches pour neutraliser les soi-disant fétiches que moi j'aurais dans mon bureau. Je lui ai simplement donné comme exemple l'attitude du général Kifwa, celui qui m'a remplacé. Quand il est entré dans mon bureau, vous savez, pour la passation de pouvoir, il est arrivé avec une chèvre et il a égorgé la chèvre. Il était là à répandre du sang partout, sur le sol, sur les escaliers, et tout ça pour chasser les mauvais démons rwandais. Et après, il est parti en disant, bon, we put them in power. Hein, maintenant, voilà comment... J'ai dit, you put who in power? Et il n'a pas répondu. La nuit, après que j'ai rencontré Yorodia dans son bureau du Palais de la Nation, juste après le rendez-vous, mon propre garde du corps s'est fait assassiner près du camp de Tchatchi. Alors, il était très très déprimé. Je suis allé le voir chez lui. C'est du maquis. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelle.
Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant pour dominer tout le monde. C'est inacceptable. Et tout le monde souhaitait que son éjection, d'une manière ou d'une autre, est la reconstruction d'une nouvelle Afrique. Et je pense qu'avec la guerre, tout a été perdu d'un coup. Un véritable changement est en train de s'opérer dans notre région et sur notre continent. Et ce changement, si nous voulons qu'il soit véritablement significatif, ne peut pas juste arriver par accident. Il doit être réfléchi et mené à bien